Bonsoir à tous. Ouvrons ce journal par le Tchad où au moins 37 personnes ont été tuées en 3 jours de combat opposant agriculteurs et éleveurs dans l'est du pays. Le conflit intercommunautaire est devenu une préoccupation nationale. On assiste à un phénomène de mal-vivre, a déclaré le président Idriss Déby Itno lors d'une conférence de presse. Les forces de l'ordre envoyées sur place ont essuyé des tirs, a ajouté M. Déby, assurant qu'il va engager une guerre totale contre ceux qui sont à l'origine des morts d'hommes. Le président tchadien a affirmé qu'il va se rendre personnellement sur le terrain au moment venu. Voici un extrait de la conférence de presse du président Idriss Déby Itno ce vendredi à N'Djamena. C'est une préoccupation nationale. Nous sommes en train d'assister à un nouveau phénomène de mal-vivre entre les différentes communautés nationales. Comme vous l'avez dit, les conflits intercommunautaires aujourd'hui ne sont pas simplement localisés dans une région ou dans une province du Tchad. Pratiquement sur l'ensemble du territoire. Depuis janvier, nous avons enregistré plus de 40 morts. Il y a 3 jours, 37 Tchadiens sont tués, en fait, disons, dans le Rwanda, dans un conflit intercommunautaire. Le trafic frontalier entre le Rwanda et la République démocratique du Congo a considérablement diminué selon plusieurs témoins. De nombreux commerçants sont frustrés à cause des longues files d'attente et des longs délais au point de passage. Mais les responsables ont déclaré que les contrôles de santé à la frontière sont nécessaires pour arrêter la propagation du virus Ebola. Eugène Uyumana s'est rendu sur place. Son reportage est rendu ici par Blanche Sano. Il est environ 13 heures. Nous sommes à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. La circulation est lourde comme d'habitude, mais les contrôles aux postes frontaliers ont augmenté à cause du virus Ebola. Les voyageurs suivent scrupuleusement les consignes de sécurité contre la propagation du virus. Nous nous lavons les mains. On ne peut pas traverser la frontière sans se laver les mains et se faire tester pour voir le niveau de température. Les mesures sont nécessaires pour empêcher les personnes infectées de transmettre le virus à la frontière. Mais le commerce qui gravite autour de ces zones est durement touché. Djemina Ibrahim est une commerçante congolaise qui vend du riz et de l'huile au Rwanda. Selon elle, les longs retards au passage coûtent du temps et de l'argent. La perte est énorme. Regardez, nous achetons des biens ici au Rwanda et les exporter au Congo devient très difficile. Nous restons ici en attente de vélo, même pendant 5 jours, voire 1 semaine pour traverser. Et nous dépensons en attendant. Une autre femme affirme qu'elle a du mal à accéder à son magasin situé à Goma à cause des retards. J'ai quitté Goma dans la matinée pour un aller-retour. Mon magasin est ouvert maintenant et ici, ils ne nous permettent pas d'y aller, quel que soit le document que vous présentez. Je suis si triste. Ils disent que la frontière est ouverte, mais regardez. Le gouvernement rwandais estime que 80 000 personnes traversent quotidiennement la frontière entre Goma et la ville rwandaise de Gisenyi. Kigali n'a pas fermé sa frontière, mais il demande à ses ressortissants d'éviter les voyages en direction de l'est de la RDC. Les files d'attente sont très longues, oui. Mais ce que nous souhaitons avant tout, c'est d'encourager nos populations à ne pas se rendre en RDC. Elles peuvent chercher d'autres moyens de mener leurs activités dans le pays. Les ministres de la Santé rwandais et congolais se sont rencontrés mardi pour discuter des mesures à prendre pour empêcher l'épidémie d'Ebola de se propager. Autre actualité, les fidèles musulmans vont célébrer la fête de la Tabaski dans 2 jours au Nigeria. Les préparatifs vont bon train entre les habits, la nourriture, mais surtout le mouton à sacrifier. Cela demande un budget très lourd dans un pays où plus de 80 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Le reportage de Gilbert Tamba dans un marché près d'Abuja où ceux qui ont des moyens se précipitent à la recherche du mouton de la Tabaski. La Tabaski est la fête religieuse la plus importante pour les musulmans au Nigeria comme dans d'autres pays. Un jour qui est pour beaucoup de fidèles musulmans synonyme de joie et de célébration, mais aussi de sacrifice. C'est un grand jour de joie et d'appréciation pour les gens. C'est un jour qui indique aux gens que si vous faites une promesse, vous devez tout faire pour honorer cette promesse.
C'est un engagement et vous devez l'accomplir. Se souvenant de l'acte d'obéissance du prophète Ibrahim à Dieu à travers le sacrifice d'un mouton, ils sont nombreux les derniers acheteurs qui se précipitent pour obtenir leur mouton de Tabaski. Bénéfice pour certains, mais dépenses pour d'autres. Les moutons sont arrivés en grand nombre, comme ici sur le bord de la route de ce marché de Dousté en banlieue d'Abuja. Cette année est meilleure par rapport à l'année dernière. Parce que moi, par exemple, je suis venu avec 120 moutons et aujourd'hui, il m'en reste moins de 30. La fête de la Tabaski est un moment où l'on doit aussi être humble. Mais certains n'hésitent pas à utiliser toutes leurs économies pour célébrer en grande pompe. Malgré la situation de crise que ces grands pays de l'Afrique de l'Ouest traversent à cause de l'insurrection de Boko Haram dans le nord-est, beaucoup de Nigérians non musulmans n'hésitent pas à faire des gestes envers leurs frères musulmans en ces jours. Je suis là pour acheter un mouton. Je veux juste faire plaisir à mes frères musulmans qui doivent célébrer la Tabaski dans quelques jours. Concernant les prix, je pense que cette année, nous avons des prix raisonnables par rapport à l'année passée. Les autorités fédérales du Nigeria ont décrété les lundis 12 et mardi 13 août jours fériés et chômés pour permettre à certains d'aller fêter en famille. Le Nigeria compte la plus grande population musulmane d'Afrique subsaharienne. À la suite des récentes fusillades au Texas et dans l'Ohio, les candidats démocrates à la présidentielle ont intensifié leurs critiques à l'encontre du président Donald Trump. Trump reste l'enjeu central de la course à l'investiture du Parti démocrate pour 2020, comme l'indique Jim Malone dans ce reportage. Le récit est signé Irénée Herman Umbo. En campagne dans l'Ohio, l'ancien vice-président Joe Biden a accusé le président Trump d'attiser les flammes de la suprématie blanche. Trump attaque allègrement le terrorisme islamique, mais peut à peine utiliser les mots suprématie blanche. Et même quand il le dit, il ne semble pas y croire. Il est plus préoccupé par sa défaite aux urnes que de combattre cette idéologie odieuse. Joe Biden est actuellement le favori pour l'investiture du Parti démocrate à la présidentielle de l'année prochaine. Plusieurs de ses adversaires démocrates, y compris le sénateur du Vermont Bernie Sanders, ont également été prompts à condamner la rhétorique du président. Mais c'est quelqu'un de raciste, de sexiste, de xénophobe, dont la rhétorique anti-immigrée crée, je crois, un climat propice à la violence. Les fusillades à El Paso et à Dayton ont suscité de nouveaux appels en faveur du contrôle des armes à feu. Nous devons agir pour empêcher les gens qui ne devraient pas avoir d'armes à feu de les obtenir. Le président Trump s'est pourtant déplacé pour aller consoler les parents de victimes à El Paso et dans l'Ohio. Néanmoins, la pression monte non seulement au sein de la population américaine, mais aussi au niveau du Congrès, notamment au sein des démocrates, pour exiger une loi visant à contrôler les flux des armes à feu aux États-Unis. À Kigali, Mike Katihabuka et Jamal Ntagara sont deux artistes qui se connaissent depuis 2017. Mike a fui le Burundi au plus fort du conflit en 2015. Il a vécu dans un camp de réfugiés avant de s'installer dans la capitale rwandais. Jamal, lui, a ouvert son atelier. Allons à leur rencontre avec Claire Morin-Gibault. À Kigali, Jamal a ouvert son atelier de vannerie à d'autres artistes originaires de la RDC ou du Burundi, comme Mike Katihabuga, qui est rapidement devenu son ami. Quand j'ai rencontré Jamal, nous avons été tout de suite sur la même longueur d'onde. Il m'a dit, nous sommes jeunes, travaillons ensemble et faisons des grandes choses. Venir en aide à d'autres artistes a toujours été important pour Jamal. Pour aider les gens, vous n'avez pas forcément besoin de faire énormément. Quoi que vous puissiez partager, même une petite chose et un grand cœur, ça suffit pour aider quelqu'un. Le Rwanda accueille actuellement environ 174 000 réfugiés, dont 57 000 Burundais. La plupart d'entre eux vivent dans le camp de Mahama, dans le district de Kirehe. Au camp des réfugiés, les gens sont repliés sur eux-mêmes.
Mais ici à Kigali, vous bougez, vous rencontrez de nouvelles personnes et c'est très motivant. Les deux amis travaillent et exposent désormais côte à côte. Les ventes de leur art leur permettent de faire vivre leur famille, mais aussi, souligne Mike, ça lui a permis de panser ses blessures. 60% de la production mondiale de cacao provient de 2 pays d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Ghana et la Côte d'Ivoire. Mais depuis des années, les agriculteurs à la base luttent pour un meilleur revenu, ce qui suscite des inquiétudes quant à l'avenir de l'industrie du cacao. Les 2 pays s'emploient à augmenter les revenus de ces agriculteurs. Mais pour ces derniers, beaucoup reste encore à faire. C'est un reportage de Stacy Nock avec le récit de Thierry Kaoré. Emmanuel Nodjo cultive le cacao depuis 20 ans pour faire vivre sa famille. Mais comme la plupart des producteurs au Ghana, il a du mal à joindre les 2 bouts. Il faut que les entreprises d'achat de cacao soutiennent les agriculteurs. Mais lorsque nous leur demandons, ils disent non. Ils n'utilisent pas de préfinancement. Au Ghana, 800 000 ménages dépendent du cacao. Alors que le coût de sa culture est élevé, les prix de vente sont eux fixés par un organisme gouvernemental basé sur le marché mondial. Résultat, les agriculteurs se retrouvent avec de faibles revenus. À cela s'ajoute la situation difficile de nombreux d'entre eux qui ne possèdent pas de terre, rendant leur avenir incertain. C'est le cas de ce producteur de longue date. Il a été informé que ces terres pourraient bientôt être vendues. Le Ghana et la Côte d'Ivoire sont des pays d'Afrique de l'Ouest qui produisent plus le cacao. Mais à écouter les nouvelles, je n'ai pas entendu dire que la Côte d'Ivoire vendait ses terres à des gens pour faire autre chose. Mais le Ghana vend toujours ses terres, détruisant ainsi nos producteurs de cacao. Comment pouvons-nous avoir un avenir dans ça? Le Ghana et la Côte d'Ivoire ont envisagé cette année d'imposer un prix d'achat minimal aux acheteurs de cacao. Mais ils se sont retirés du plan en juillet, ajoutant à la place un différentiel de revenu vital de $400 pour chaque tonne de cacao produit par les agriculteurs. Les agriculteurs estiment qu'ils n'ont pas été suffisamment récompensés pour leurs efforts. C'est une menace majeure pour la survie de l'industrie du cacao au Ghana. Pour le moment, le Ghana et la Côte d'Ivoire ne représentent qu'environ 6 milliards de dollars d'un marché mondial du chocolat estimé à 100 milliards de dollars. Les agriculteurs ghanéens, quant à eux, ont averti que leurs revenus doivent augmenter pour qu'ils puissent continuer à fournir au monde du cacao. Place maintenant à notre page des sports avec Yacouba Ouedraogo. On commence par la RDC. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, la RDC qui a un nouveau sélectionneur à la personne de Christian Sengui Biembe, qui va donc remplacer Florent Ibenge, vous le disiez. Et donc jusque-là, directeur technique national en charge de la jeunesse, Christian Sengui Biembe, prend donc les rênes de la sélection nationale en remplacement de Florent Ibenge, qui a démissionné mercredi après 5 ans passés à la tête des Léopards. On se rappelle, éliminé par Madagascar en 8e de finale de la récente CAN en Égypte. Une question, pourquoi ce choix? Le ministre des Sports, Jean-Pierre Lissanga Bonganga, explique. Nous avons analysé et nous nous sommes dit qu'il ne faut pas toujours commencer en retard. Nous devons les confirmer pour qu'on avance. Nous sommes des nationalistes. Il y a des Congolais qui ont des diplômes, qui ont de l'expertise et des qualités requises pour l'exercice de cette fonction. Nous l'avons confirmé. Et ni peut-être ce qui s'était passé pour des raisons administratives, il a mené le I-23 très loin. De la même manière qu'on a essayé avec Ibenge, de la même manière nous allons essayer avec Sengui. Bonne chance donc à PMB. Sur le marché des transferts, Everton s'offre Alex Iwobi. Les Toffees ont engagé l'international nigérien d'Arsenal pour 5 ans. Les Gunners ont récolté près de 30 millions d'euros pour le natif de Lagos formé au club. Et donc là, ce ne sont pas les images d'Alex. Alex Iwobi, 23 ans, évoluait à Arsenal depuis 2015. Il y a disputé 149 matchs pour 15 buts inscrits. De son côté, l'international congolais Gaël Kakuta a définitivement quitté le Rayo Vallecano en Espagne pour signer un contrat de 3 ans avec Amiens en France. Son compatriote d'Everton, Yannick Bolassier, a lui refusé un prêt du CSKA Moscou
en raison des violences racistes dont le Brésilien Malcolm a été victime au Zénith Saint-Pétersbourg. Et donc, vous le voyez tantôt, on parle à présent de basketball avec l'Afro-Basket féminin qui débute demain à Dakar. 4 groupes de 3 ont été constitués. Le Sénégal, finaliste de la dernière édition, et pays hôte est logé dans le groupe A. Il partage cette poule avec la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Le Nigeria, vainqueur de l'Afro-Basket 2017, est dans le groupe B avec la Tunisie et le Cameroun. La poule C renferme l'Angola, la RDC et le Mali. Et enfin, le Kenya, le Cap-Vert et le Mozambique composent le groupe D. C'est tout pour les sports. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et on se retrouve lundi. À lundi, Yacouba Ouedraogo. Au Nigeria, Chineni Oudé veut faire en sorte que les écolières apprennent les technologies de l'information et de la communication pendant l'été. Oudé dit qu'elle essaie d'œuvrer pour la parité des sexes dans la technologie dans le pays, le plus peuplé d'Afrique donc, où au moins 20% des femmes sont impliquées dans l'industrie. Timothy Obiezou s'est rendu sur place. Dili Diko raconte. Dans ce centre technologique installé en plein centre-ville, des jeunes filles âgées de 5 à 17 ans ont décidé de consacrer leur été à l'apprentissage du codage, de l'animation et de la robotique. Le programme estival appelé Smart Girls Camp a été conçu par la Nigériane Chinenye Oudé, elle-même une professionnelle d'éthique. Avec ce projet, Oudé espère amoindrir les inégalités de genre dans le secteur de la technologie au Nigeria. Ce que nous essayons de faire, c'est d'aider ces filles à s'informer, à leur faire comprendre l'importance d'apprendre la technologie, quel que soit le niveau. Cette connaissance est très importante dans leur vie quotidienne, leur travail et leur future carrière. Ce programme vise à préparer 1000 jeunes filles chaque année pour une carrière dans le domaine de la technologie. Le postulat de départ était que les filles n'aiment pas la technologie, mais on se rend très bien compte que ce qui ne leur plaît pas, c'est la façon dont la technologie leur est présentée. Elles sont très enthousiastes, du coup, tout est dans l'approche utilisée. Pour Damilola Ojo, qui rêve de faire carrière dans l'animation, la technologie est une fenêtre ouverte vers un marché en plein essor. Quand j'étais plus jeune, je m'intéressais beaucoup aux dessins animés et à la manière dont ils sont réalisés. Alors après avoir fait des recherches, en général sur YouTube, j'ai compris que l'animation fait partie des TIC. Ruby Dike, âgée de 10 ans, est plus intéressée par la robotique. Elle explique que son usage est multiple. Il est possible de programmer un robot pour aider à faire les tâches ménagères ou même pour contrôler le réchauffement climatique. L'industrie nigériane des TIC figure parmi les plus importantes d'Afrique et le secteur continue de croître rapidement. Il a évolué jusqu'à devenir une industrie de plusieurs milliards de dollars au cours de la dernière décennie. Mais comme dans de nombreux autres secteurs, la représentation féminine y est faible. Des personnes comme Oudé tentent d'aller au-delà des barrières préétablies en créant des programmes technologiques pour les filles. Le changement prendra peut-être beaucoup de temps. Et une forte représentation des femmes dans l'éthique demandera encore de nombreux efforts. Mais l'impact positif de Smart Girls Tech sur les jeunes filles est déjà visible. Et puisqu'on parle des femmes, restons-y. Pour terminer, voici un extrait d'une édition spéciale musicale de Le Monde au féminin de VO Afrique. Apparaître prochainement, la leader du groupe de rap guinéen Idil Black Girls, Natou Camara, était récemment dans nos murs pour une interview avec Nathalie Barge, durant laquelle elle a interprété des chansons de son premier album solo, Dimedi, consacré à l'enfance et aux femmes. Nadou est accompagnée de Yacouba Sissoko, Lindsay Wilson et Foluso Mimi. On écoute. Une voix qui va donc accompagner votre week-end. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi.
Demain est un autre jour. D'ici là, excellent week-end à toutes et à tous.